Bienvenue pour cette analyse, cette discussion autour de la dynamique assez fascinante des maladies parasitaires. On va s'appuyer sur les documents qu'on a là, les guides d'études, les notes, pour essayer d'en tirer l'essentiel. Oui, et d'ailleurs, un premier point intéressant dans ces notes, c'est comment on nomme ces maladies. Ah oui, la nomenclature exacte. Souvent c'est le nom du parasite, enfin du genre, avec ose à la fin, c'est ça? Comme trypanosomose pour trypanosoma. C'est tout à fait ça, ou amibiase, amibose, pour les amibres. Bon, c'est un détail, mais ça cadre un peu le sujet. D'accord. Alors entrons dans le vif. Les documents décrivent plusieurs étapes dans une infection parasitaire. Comment ça se passe concrètement? Alors oui, il y a des phases assez distinctes. D'abord, l'incubation. Là, rien, c'est silencieux. Le parasite est présent, mais on ne voit aucun signe. Ok, une phase cachée en quelque sorte. Exactement. Ensuite vient la phase d'invasion, qu'on appelle aussi pré-patente. Le parasite y s'installe, il commence à se multiplier, mais il n'est pas encore, disons, extériorisé. Pas encore détectable facilement, ou pas de symptômes francs. Une sorte d'infiltration discrète, quoi, avant que ça ne se voit vraiment. Voilà. Et le moment où ça se voit, c'est la phase d'état, ou période patente. Là, les symptômes sont là, bien visibles, et souvent, le parasite ou ses œufs, ses larves, sont éliminés par le corps, donc on peut les retrouver et les diagnostiquer. D'accord. Et il y a cette notion intéressante aussi, le porteur sain. La personne est infectée, elle peut même transmettre le parasite, mais elle n'a pas de symptômes. Un peu comme un agent infiltré. Hmm, intéressant ça. Et avant tout ça, comment ils entrent ces parasites? Les notes parlent de plusieurs voies. Ah oui, ils sont plutôt ingénieux pour ça. La voie la plus commune, c'est la voie orale, péros, comme on dit. Donc en mangeant ou buvant quelque chose de contaminé. C'est ça. L'eau souillée, les aliments mal lavés, la viande pas assez cuite, Hmm, ou même juste les mains sales. C'est classique pour les amibes, la toxoplasmose, le ténia par exemple. ok. Et l'autre grande voie mentionnée, c'est à travers la peau, c'est ça? Transcutané. Oui, transcutané. Alors là, il y a deux modes. Soit c'est actif, le parasite, il force le passage lui-même à travers la peau. C'est le cas des ankylostomes, par exemple. Il perce la peau, en gros, hein. Voilà. Soit c'est passif. Là, il est introduit par un vecteur, souvent un insecte qui pique. Le moustique pour le paludisme ou certaines mouches pour les filaires. L'insecte fait le boulot des fractions, si on veut. D'accord, je vois. Une fois qu'il est entré, bon, le corps ne se laisse pas faire, j'imagine. Comment il réagit? Qu'est-ce que disent les documents là-dessus? La réaction de l'hôte, elle est centrale, bien sûr. Au niveau des cellules, tout de suite, il y a les macrophages qui interviennent. C'est un peu la première ligne de défense. Ils essayent de manger l'intrus. C'est la phagocytose. Ok, le nettoyage cellulaire de base, xénophile, hein. On en parle souvent. Et pour cause. Hmm. Leur nombre augmente de manière très, très caractéristique lors d'une helminthose. C'est presque une signature. Même si le moment exact du pic et son intensité, ça peut varier selon le ver. D'accord, donc une réaction cellulaire spécifique au ver. Et au-delà de ces cellules, il y a une réponse immunitaire plus large, avec des anticorps. Absolument. Le système immunitaire va produire des anticorps spécifiques contre le parasite, et cette réponse, elle peut avoir différents effets. Parfois, ça donne une protection solide, définitive. C'est le cas pour la leishmaniose cutanée, par exemple, une fois qu'on en a guéri. On est immunisé à vie. Dans ce cas-là, oui, souvent. Mais dans d'autres cas, comme le paludisme, c'est plus complexe. L'immunité acquise, elle va plutôt atténuer la gravité des crises suivantes, mais elle n'empêche pas forcément d'être réinfectée. C'est une protection, mais relative. Compris. Donc, il y a une vraie bataille qui s'engage. Mais si le parasite gagne, en quelque sorte, et s'installe, il doit bien pouvoir sortir pour continuer son cycle ailleurs, non? Les notes abordent les voies de sortie. Oui, et c'est crucial pour le parasite, bien sûr, mais aussi pour nous. Connaître ces voies de sortie, c'est la clé pour le diagnostic et aussi pour la prévention à grande échelle, la prophylaxie collective. Et elles sont variées, j'imagine, très variées. La sortie par les selles, la voie digestive, c'est très fréquent. Les œufs de beaucoup de vers, les kystes de protozoaires sortent comme ça. Il y a aussi la voie urinaire pour certains schistosomes, comme Schistosoma hematobium. D'accord. Certains parasites ont besoin d'un vecteur aussi pour sortir, comme pour entrer. C'est le cas du paludisme. Le moustique reprend le parasite en piquant une personne infectée. D'autres sortent par des plaies sur la peau. Ah oui, comme le filaire de Médine, c'est assez spectaculaire ça, non? Oui, le ver qui sort lentement par une ulcération, souvent à la jambe, c'est très impressionnant. Et il y a même des sorties par les voies respiratoires via les sécrétions ranchiques, pour la douve du poumon par exemple. Incroyable cette diversité de stratégies. Mais est-ce que ça marche toujours? Est-ce que le parasite arrive toujours à sortir?
Non, pas toujours. Et c'est un concept important qui est souligné, l'impasse parasitaire. Parfois l'humain est infecté, le parasite se développe, mais il ne peut pas sortir de l'humain pour boucler son cycle. L'humain devient une sorte de cul-de-sac pour le parasite. Exactement. L'humain est un hôte accidentel, ou un hôte dans lequel le cycle ne peut pas se terminer. L'exemple typique donné, c'est le kyste hydratique. C'est la forme larvaire d'un petit ver plein, un ténia, qui vit normalement chez les chiens. Si l'humain avale les œufs, la larve se développe, forme un kyste, souvent dans le foie ou les poumons. Mais elle reste coincée là. Elle ne peut pas redevenir un ver adulte chez l'humain et ne peut pas sortir pour continuer le cycle. Ah, d'accord. L'humain bloque le processus. Donc, si on résume, ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment une relation hôte-parasite hyper dynamique, complexe. Tout à fait. C'est un équilibre fragile, une coévolution constante, qui dépend de la biologie du parasite, bien sûr, mais aussi énormément des défenses de l'hôte, et les documents insistent bien là-dessus, des facteurs externes. Les facteurs externes comme... Le climat, la géologie du lieu, l'environnement, et puis, de manière très importante, ce qu'ils appellent l'anthropologie. Nos modes de vie, nos habitudes alimentaires, l'hygiène, l'agriculture, les déplacements de population. Tout ça influence énormément la présence et la transmission des parasites. On a donc vu les points clés, la façon de nommer les maladies, les différentes phases de l'infection, les voies d'entrée et de sortie, comment notre corps réagit, et ces situations d'impasse parasitaire. C'est déjà une bonne vue d'ensemble. Oui, ça couvre les fondamentaux de cette dynamique. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, en lien avec cette dimension anthropologique mentionnée dans les sources, Oui. on peut se demander comment, aujourd'hui, avec les grands changements qu'on connaît, les migrations, les conflits, mais aussi les changements climatiques qui modifient les aires de répartition des vecteurs, ou même nos nouvelles habitudes alimentaires, comment tout cela est en train de redessiner continuellement la carte mondiale des maladies parasitaires et les défis que ça pose pour la santé publique. C'est une question qui reste très actuelle.